Vous le voyez, les pilotes qui chauffent leurs pneus ici sur ce circuit, la température est assez élevée. Des pneus qui sont d'un modèle unique, Christian, de marque Goodyear. De marque Goodyear. Oui, je voudrais revenir sur la grille parce qu'on parlait de la déception à propos de Bobby Rahal. Il y a également une déception qui vient de l'écurie Gall Racing, puisque l'on retrouve Al Unser Jr. en 7e ligne et son coéquipier Danny Sullivan en 11e ligne. L'an passé, ils avaient leur propre châssis qui étaient des châssis Galmer, et n'ayant pu développer correctement leur châssis, enfin n'ayant pas les moyens de le développer comme ils le souhaitaient, ils ont décidé chez Gall Racing de revenir à des châssis plus conventionnels, à savoir le châssis Lola traditionnel que tout le monde pratiquement utilise aux États-Unis. Alors là, on va essayer de se mettre un petit peu dans l'œil ces monoplaces. Le 3 qui serpentait, c'est justement Al Unser Jr. que l'on a aperçu. Junior, pourquoi? Parce qu'il a eu le grand Al Unser, son père qui l'a précédé. C'est une véritable dynastie aux États-Unis. Et quand Al Unser Jr. a remporté les 500 miles d'Indianapolis, ça a été un véritable délire parmi les 400 000 spectateurs du Brickyard. On se retrouve justement ici en compagnie de Nigel Mansell, détenteur de la pole position de ce Grand Prix IndyCar de Surfers Paradise, ici en train de chauffer ses pneus calmement. Que peut-il se passer dans la tête de Nigel Mansell, qui est resté très calme, en tout cas à l'issue des essais? On lui a dit donc vous visez la victoire. Il a dit déjà, si je termine la course, je serai très satisfait. J'aurais pu prendre connaissance de ma machine et j'espère terminer dans les 5 premiers. Une ambition mesurée, Christian. Oui, je pense que Nigel Mansell par archi favori. Et Nigel est un garçon quand même qui connaît la compétition, et disons qu'il veut essayer de ne pas trop non plus se mettre la pression, et il préfère attendre pour voir, même si ici il est donné avec une cote maximale. Alors toujours ce tour de formation ici, et en fait les pilotes en effectuent plusieurs comme vous le voyez afin de bien reconnaître la piste qui, vous le voyez, est tracée en ville, c'est le moins qu'on puisse dire, avec toutes les signalisations routières que l'on aperçoit au sol. Donc une seule catégorie de pneumatiques. On peut préciser pour les spécialistes que par rapport à la Formule 1, eh bien, les pneus arrière font 14 pouces de large, c'est-à-dire 1 pouce de moins qu'en Formule 1 justement, où ils font 15 pouces, et à l'avant la limitation c'est 10 pouces, et on ne se bat pas de ce côté-là. Il faut dire que le règlement justement technique de l'IndyCar est ainsi fait qu'on égalise les chances au maximum, et que les bonnes écuries eh bien, sont celles qui savent le mieux préparer les machines et recruter les meilleurs pilotes. Les différences de performance intrinsèques ne sont pas aussi importantes qu'en Formule 1, vous le verrez immédiatement dans le cadre du déroulement de ce Grand Prix. Précisons également sur le plan technique que pas du tout d'assistance électronique de pilotage, pas de boîte semi ou automatique, pas de suspension active, pas d'antipatinage, pas d'ABS, bref, des décisions pour limiter les budgets. Oui, ça, les dirigeants de l'IndyCar font très attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement technologique. À l'inverse de la Formule 1 d'ailleurs, on privilégie ici le spectacle, donc éviter au maximum de trop dépenser pour les voitures, pour la préparation des voitures, mais aussi pour préserver le spectacle avant tout, que le public soit content, que le public voit des compétitions intéressantes disputées d'un bout à l'autre de la saison. Et bon, c'est une autre philosophie. Ici c'est le sport spectacle, et l'Europe c'est la course technologique. Alors on a aperçu Jimmy Vasser, le 18. Certains pilotes qui vont disputer pratiquement l'ensemble du championnat IndyCar n'ont pas fait le déplacement ici à Surfers Paradise. Alors là, les pilotes sont en train maintenant de se ranger vraiment sur leur ordre de départ et sur leur position de départ. Vous voyez toujours ce pescar. Nigel Mansell est juste devant Emerson Fittipaldi. Attention. Voilà, le pescar s'est rangé maintenant. C'est parti avec Nigel Mansell. C'est parti, regardez immédiatement le premier freinage. Il faut rappeler que les freins sont des freins en acier. Nigel a été prudent, vous le voyez, il est 3e semble-t-il. Je crois que c'est Emerson Fittipaldi qui a pris, semble-t-il, le meilleur départ devant, je crois que c'est Paul Tracy, le jeune Paul Tracy juste derrière. Attention à la bousculade ici dans les chicanes, c'est ça, Nigel Mansell est pour le moment en 3e position devant Emerson Fittipaldi qui a pris un départ absolument canon, une prudence extrême. On pouvait peut-être s'y attendre, vous le disiez à l'instant, Christian. Oui, je pense qu'il sait que la course est longue, il sait gérer les courses, encore que là il semble avoir un problème puisqu'il se fait passer par Robbie Gordon.
Mais oui. attendons la suite des événements. Le premier tour n'est pas encore tout à fait bouclé. Et Nigel Mansell qui pourtant était extrêmement rapide à mettre en action, mais peut-être ici avec le plein sa machine réagit-elle différemment et veut-il ne pas se faire piéger? Là en tout cas il a bien fermé la porte, il a repris ses bonnes habitudes de la Formule 1 alors que devant c'est Emerson Fittipaldi qui précède semble-t-il Paul Tracy. Paul Tracy qui est en deuxième position donc et Robbie Gordon troisième. Nigel Mansell pour le moment quatrième. Il va tout de même falloir faire attention à ne pas laisser partir les Penske, la puissante écurie Penske. Et là une bousculade ici dans la chicane. Heureusement apparemment ça ne s'est pas trop mal passé, un tête à queue même ici. Du numéro 19, il s'agit de Robbie Bull. Robbie Bull, c'est le champion en Indy Light, c'est l'équivalent de la Formule 3000 aux États-Unis. C'est un débutant qui décidément promet, mais là un petit peu fougueux. C'est sa première course dans cette catégorie, donc à l'étage supérieur. Et Robbie Bull va devoir s'aguerrir un petit peu à ses joutes et à ses nouvelles courses pour lui. Alors un point au premier tour alors que vous voyez que les panneaux fleurissent évidemment sur le bord de la piste en face des stands avec toujours en tête pour le moment Emerson Fittipaldi qui précède semble-t-il Paul Tracy, son propre équipier, et puis Robbie Gordon. Derrière ça se bouscule un petit peu au portillon et c'est toujours Nigel Mansell qui parvient semble-t-il à contenir Harry Leuendijk. Et où se trouvent Scott Goodyear et Raoul Bezel. Voilà le Emerson Fittipaldi qui a donc plus de 16 départs, vous le voyez, en 1992. Emerson Fittipaldi, un garçon extrêmement sympathique, extrêmement charismatique. Et un arrêt ici au stand, il s'agit je crois de Ross Bentley sur sa Lola à moteur Chevy. Déjà un problème avec une moustache apparemment. Plutôt, voilà, Ross Bentley du Dale Cohn Racing. Et là, quelques petites glissades, je crois que Fittipaldi a décidé de mettre la pression, lui, pour montrer de quoi il était capable. Il reste sur une victoire ici à Surfers Paradise. Il a bien l'intention de continuer à impressionner. Vous voyez des éléments aérodynamiques sur la piste là-bas. Je crois que c'est un morceau d'aileron sur la droite. Oui, on a vu dans les stands que les mécaniciens ne prennent pas de gants pour réparer les voitures. Bon, il manque un aileron à l'avant, on arrache le deuxième afin que la voiture puisse continuer. Ici, il n'y a pas de, il y a des points jusqu'au 12e, il y a des primes jusqu'au 12e. Et quel que soit le nombre de voitures à l'arrivée, même si vous êtes abandonné mais que vous terminez en 10e position, vous avez quand même les points et les primes du 10e. Donc ici, on roule toujours, enfin si l'on peut. Et ces primes sont extrêmement importantes puisqu'on sait justement que Bobby Rahal, le tenant du titre, dans ce championnat IndyCar, tenant du titre 1992 et donc porteur du numéro 1, eh bien, a accumulé plus de 11 millions de dollars de gains en course, non compris naturellement d'autres gains occultes. Je dirais c'est un petit peu l'équivalent du classement. Et regardez ici, un premier pilote attardé, dépassé. Ah là là là, il a bouchonné derrière. Je crains que Paul Tracy n'ait été gêné. Oui, il a été rejoint par Robbie Gordon. Regardez ce qui se passe derrière. Alors que pour le moment, en tête, il n'y a pas eu de problème pour Emerson Fittipaldi. Un regroupement entre Paul Tracy et Robbie Gordon. Mansell est toujours quatrième, juste devant Andretti. Il s'agit de Mario, bien sûr, puisqu'il y a un dépassement ici, une attaque de Robbie Gordon qui est passé au détriment de Paul Tracy. Ah, ça va décidément être très chaud entre ces deux jeunes pilotes âgés de 24 ans. Ils ont juste un mois de différence. Et Robbie Gordon la réalise une course vraiment extraordinaire puisque c'est sa 4e course en IndyCar. C'est un garçon qui était pratiquement exclusivement formé aux courses de tourisme puisqu'il était champion en Formule IMSA GTO au volant de Mustang. Il a également couru en Trans-Am, qui sont autant de disciplines qui font appel à des voitures de grand tourisme et de tourisme aux États-Unis. Et je pense que AJ Foyt, qui l'a engagé cette semaine, ne s'est pas trompé sur le choix sur le talent de ce pilote, qui décidément promet. On peut faire confiance à ce bon vieux AJ. Vous savez que c'est une véritable figure. AJ Foyt, il est le détenteur du nombre de victoires dans l'IndyCar avec 67 victoires dans le championnat. Et pour vous dire à quel point il est vénéré aux États-Unis, eh bien son numéro fétiche, le numéro 14, n'est, semble-t-il, difficilement attribué. Oui, il est difficilement attribué, donc c'est un numéro qu'il a à vie pour son écurie. Et on le retrouve ici, AJ Foyt, qu'il faut le souligner, a un autre record qui est celui du nombre des participations à Indianapolis. Il a disputé 35 fois Indianapolis consécutivement. Et donc il est possesseur à vie de ce numéro qu'il a donc là délégué. Et là, un tout droit semble-t-il. Oui, et un tête à queue qui suit derrière. Il s'agit justement de Jimmy Vasser.
Alors là, il y a du monde un petit peu dans tous les sens. Scott Goodyear aussi, oui. qui est en difficulté. Scott Goodyear qui avait fait une saison extraordinaire l'an dernier, qui avait échoué à Indianapolis pour quelque chose comme 40 cm sur la ligne d'arrivée face à Al Unser Jr. Ben, ça ne sera pas le cas d'une bonne performance aujourd'hui. Ça avait été une véritable révélation pour Scott Goodyear. Et vous voyez le drapeau jaune ici agité par le commissaire à l'endroit où précisément se sont produits ces têtes à queue. Évidemment, il reste une monoplace, vous le voyez, en plein ici dans la chicane qui peut gêner. On revoit ce qui s'est passé au ralenti avec justement le tête à queue ici de Jimmy Vasser. Tête à queue qui a entraîné après une gêne évidemment pour d'autres pilotes. Mais je crois que c'était Scott Goodyear en fait le premier à être parti en tête à queue. Jimmy Vasser va pouvoir reprendre la piste alors que ça ne va pas être le cas dans l'immédiat pour Scott Goodyear. Drapeau jaune, vous le voyez, qui va évidemment ralentir un petit peu le rythme des pilotes à cet endroit. Vous le voyez, il se passe toujours quelque chose en IndyCar. Robbie Gordon à l'image. Robbie Gordon, toujours jeune pilote de 24 ans en deuxième position entre deux vieux briscards. Il s'agit d'Emerson Fittipaldi et Mario Andretti, bien sûr. Michael, lui, il est en Formule 1. Mario Andretti qui précède Nigel Mansell. Mais Mansell s'est arrêté 2 fois. On prévoyait que l'usure de ses pneumatiques serait plus importante. Apparemment, pour le moment, ça semble se vérifier. Et curieusement, il n'y a plus qu'un Andretti en piste aujourd'hui. Alors qu'il y a 2 ans, il y en avait 4. Et en fait, c'est le patriarche, c'est le vieux qui est toujours là, fidèle au poste. Il faut se souvenir qu'il y a 4 ans, il y avait eu une espèce de... Ça pouvait ressembler à un gag dans la mesure où la famille Andretti avait vraiment tiré la couverture à elle. Michael menait, en rattrapant son jeune frère Jeff à qui il prenait un tour, ils ne se sont pas compris. Ils se sont accrochés. Là-dessus, Mario est arrivé, il a roulé sur les débris, il a dû abandonner un peu plus tard et finalement, toute cette cascade d'abandon a donné la victoire, sa seule d'ailleurs à ce jour en championnat IndyCar, au cousin qui est Jeff Andretti. C'était un cadeau dans la famille, de toute façon, ça n'est ça pas sortait sorti pas. de la famille. Et on revient sur la piste ici avec toujours plein écran, semble-t-il, le numéro 5, Nigel Mansell, que l'on a vu ici. Nigel Mansell juste derrière le numéro 6, Mario Andretti, c'est-à-dire que ces deux hommes font partie évidemment de la même équipe, l'équipe Newman-Haas. Donc Paul Newman, vous le savez, l'acteur américain si connu et qui est lui également un fanatique de sport mécanique. Et on remarquera que sur la voiture de Mario Andretti, il manque la moustache avant, enfin l'aileron avant droit. Ce qui explique peut-être tout à l'heure la figure qu'il nous a faite au freinage. Oui, tout à fait, effectivement, ça doit lui enlever évidemment de l'appui dans des zones particulièrement délicates et ça doit en tout cas le pénaliser au niveau du rendement global de la machine selon les endroits. En tout cas, ça montre aussi que Mario Andretti a toujours un très gros cœur. Ce que vous disiez, à 53 ans, c'est incroyable. Ça veut dire qu'effectivement, avec de la volonté, avec un moral à toute épreuve et avec un extrême professionnalisme, eh bien, on est encore capable d'aller très vite. Et vous avez vu, c'est incroyable. Je crois qu'on ne pouvait même pas mettre une feuille de papier à cigarette entre le mur et la roue arrière de Nigel Mansell. Et on va voir probablement vivre en direct depuis la machine de Nigel Mansell, vivre justement ce dépassement sur son équipier. Là, il va falloir que les deux hommes qui ont énormément de métiers se comprennent très bien dans le dédale de Surfers Paradise. Regardez les larges travers de Nigel Mansell qui remonte sur ses rivaux après son deuxième arrêt, ravitaillement et changement de pneus. Ici, les hommes qui prennent un tour, un concurrent attardé. Attention, oui, il s'est écarté, il a tout vu, c'est parfait. Je crois que c'est Jimmy Vasser, peut-être bien. En tout cas, il n'est pas du tout dans le rythme des deux Lola du team Newman-Haas. Et cette fois, ça va être bon. Non. Ouh là là là, très serré, oui, à l'intérieur. Ah, il ne lui a pas laissé le choix, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Nigel Mansell, il s'est mis à la corde en disant, bon, ou tu te rabats sur moi et on y va tous les deux, ou tu dois me laisser passer à cet endroit-là. Nigel Mansell qui n'a pas molli, mais c'était très correct de toute façon. Et il a pris l'avantage, il a arraché la 3e place à Mario Andretti. Et il me semble qu'on a aperçu la voiture d'Emerson Fittipaldi au ralenti. Ah non, non, c'est Paul Tracy. C'est Paul Tracy qui revient en piste, qui roule au ralenti. Ça n'était donc pas un abandon. On revoit au ralenti justement cette manœuvre, tout à fait correcte. Effectivement, il est remonté à sa hauteur.
Nigel Mansell, c'est le moyen le plus imparable pour passer sans allumer ses roues cette fois-ci. Et effectivement, on a revu Paul Tracy qui peut-être poursuit le développement de sa machine. Il s'agit du premier Grand Prix de IndyCar, rappelons-le. Et donc Paul Tracy qui avait pris un départ fabuleux, qui était extrêmement bien placé et qui a dû se retirer ici à Surfers Paradise malheureusement. Mais il n'avait pas abandonné. Pourtant ses mécaniciens faisaient des gestes de dépit. Paul Tracy va peut-être faire, comme vous dites, du développement, peut-être aussi rouler, parce qu'il a besoin de s'aguerrir. C'est un garçon qui semble se calmer un petit peu. C'est pour ça aussi qu'une des raisons pour lesquelles Roger Penske lui a fait confiance cette année. Mais Dieu sait si Paul Tracy a cassé pas mal de bois depuis quelques années, comme l'on dit, tant sa fougue est grande. Et justement, pour faire un tout petit retour en arrière, on vous disait tout à l'heure que Scott Goodyear avait battu des records. C'était à Phoenix, un record qui a été égalé par Mansell. Ensuite, et puis également sur d'autres circuits, Mansell qui a lui battu le record à Laguna Seca. Et également à Phoenix et à Sebring. Alonso Jr. qui a connu un crash à Phoenix en début de saison. Alors ça pourrait aussi expliquer éventuellement le léger manque d'attaque d'Alonso Jr. Il faut dire que ce crash était dû à une fuite d'eau sur le pneu arrière. Il s'est retrouvé dans le mur. Ça a de quoi refroidir un petit peu. Voici le classement. Fittipaldi devant Gordon. Maintenant, Nigel Mansell en troisième position après son dépassement sur Mario Andretti. Un dépassement inter-écurie au sein du team Newman-Haas. Et le changement de nez pourra peut-être intervenir au moment où tout à l'heure Mario Andretti va devoir certainement s'arrêter pour ravitailler. On pourra peut-être lui remettre une autre moustache si l'opération n'est pas trop compliquée, surtout pas trop longue. Alors voici la liste à nouveau des abandons avec boule, transmission, le savez, Greco, contact, Montermini. Problème de pression d'essence, Chiesa électrique, on le savait. Vous voyez ce premier Grand Prix d'IndyCar à Surfers Paradise ici en Australie qui tient donc toutes ses promesses puisque les écarts entre les hommes de tête sont extrêmement réduits et vous voyez toujours ici avec son numéro 6 Mario Andretti qui reste dans les roues au contact de Nigel Mansell malgré sa moustache droite absente, moustache droite qui, je vous rassure, existe toujours sur le visage de Nigel Mansell. De même que son énorme pied droit, ça vous vous en êtes rendu compte également, parce que à part le départ où Nigel a été intelligemment très prudent, eh bien, oui, il a terminé 6e, c'est ce qu'on vous indique ici, Mario Andretti du championnat 92, ça correspond bien évidemment à son numéro, le numéro 1, et lui porté par Bobby Rahal, on l'a aperçu tout à l'heure, Bobby, et attention, ici, toujours des problèmes de dépassement, des attardés oui, probablement. Qui va rattraper Stefan Johansson, qu'on voit à l'écran. C'est la première fois qu'on va le voir. Stefan Johansson aussi qui a été baptisé récemment puisqu'il a fait il est allé au contact aussi sur le circuit de Michigan alors qu'il était en train d'effectuer des essais. Il a passé une journée ou deux à l'hôpital en observation, mais enfin rien de grave. Et Stefan Johansson qui s'est imposé dans l'équipe Amax l'année dernière. Suite à un accident survenu à Tony Bettenhausen, le pilote habituel de cette écurie. Et Stefan Johansson est venu, disons, faire une pige pour remplacer ce pilote. Et ma foi, ça s'est tellement bien passé. Et dans cette équipe, on avait eu rarement un pilote aussi talentueux que finalement, on a décidé de conserver Stefan Johansson. On a demandé à Tony Bettenhausen, qui appartient à une autre dynastie de vieux briscards d'Indianapolis, puisque le père, le frère aîné de Tony, Gary, court encore. Indianapolis, il fait encore des performances assez remarquables. Et donc Tony Bettenhausen se contentera de courir sur une deuxième voiture sur les circuits ovales. Et c'est toujours très très serré ici, vous l'avez vu, entre Emerson Fittipaldi et Robbie Gordon à la faveur de ces dépassements d'attardés. J'ai l'impression que Robbie Gordon a refait une partie de son retard. D'ailleurs, Fittipaldi attaque très fort, sortant des courbes dans de larges glissades qu'il entretient. Ici, le panoteur, évidemment,
Lui ne peut pas voir la longue focale de la caméra. On va essayer d'avoir un écart à peu près précis. Oui, Robbie Gordon qui est là-bas juste derrière cet attardé qui a dépassé Emerson Fittipaldi. Rien n'est joué dans ce Grand Prix IndyCar de Surfers Paradise, d'autant que vous avez vu la remontée à laquelle se livre Nigel Mansell, actuellement en 3e position, qui doit commencer à respirer les échappements de Robbie Gordon. Et ça doit lui donner du cœur à l'ouvrage. Rien n'est encore défini, surtout pas le classement des 3 premiers dans cette première course du championnat IndyCar 93 qui tient vraiment toutes ses promesses. Si vous n'aviez jamais assisté à des courses d'IndyCar, eh bien je pense que vous êtes déjà convaincu. Voici Bobby Rahal, ici le numéro 1, qui va se faire dépasser dans quelques instants maintenant par Emerson Fittipaldi. Le second de la course est derrière Raoul Bezel, le voici. Le second de la course, c'est le 14, Robbie Gordon. Vous allez vous habituer également à ces noms. Vous allez petit à petit connaître, en tout cas, la silhouette de leur machine, les couleurs de leur casque, et puis bientôt leur visage et toutes les histoires que nous allons pouvoir vous raconter sur ces hommes du championnat IndyCar qui s'exporte, vous le voyez, petit à petit à l'étranger. On sait que ce championnat a voyagé aussi, il a été à Toronto notamment, et puis depuis 3 ans ici, il se déroule une épreuve, et je crois que c'est Paul Tracy à nouveau au ralenti, ici ne vous méprenez pas. Emerson Fittipaldi, lui, et oui, Paul Tracy qui gêne un petit peu tout le monde, tellement il évolue lentement. Il va certainement regagner les stands que l'on voit là, alors que Emerson Fittipaldi continue à mener cette course ici à Surfers Paradise. Nigel Mansell avec son numéro 5, il a demandé à le conserver et les organisateurs du championnat IndyCar lui ont accordé cette faveur. Normalement, c'est à partir du numéro 15 que l'on peut demander à avoir un numéro précis, un numéro particulier dans le cadre de l'IndyCar, parce que les autres sont réservés dans l'ordre du classement. On sait que le numéro 13 n'est pas attribué par superstition. Et puis on sait, on vous l'a dit, que le numéro 14, lui, est possédé directement par A.J. Foyt, qu'il a donc accordé à Robbie Gordon. Donc ça nous reporte au numéro 15. Et pourtant, Mansell a pu obtenir le numéro 5 grâce à la gentillesse et à la compréhension des organisateurs du championnat IndyCar. Oui, on est très attaché au numéro aux États-Unis. Ça, c'est peut-être un des phénomènes que l'on voit beaucoup plus rarement en Europe. On l'avait avec le fameux numéro 26 de Jacques Lafitte, qui était pratiquement devenu une marque de fabrique. Et aux États-Unis, on attache une très très grande importance au numéro. C'est ainsi qu'en NASCAR, il y a le fameux numéro 43 de Richard Petty, qui ne sera qui ne sera plus jamais utilisé désormais depuis que Richard Petty a pris sa retraite, et sa voiture continue de rouler puisque Richard Petty maintenant veut passer de l'autre côté de la barrière. Il dirige sa propre écurie et la voiture porte désormais le numéro 44. Et le numéro 43, il est maintenant il est rentré dans le Gotha du championnat NASCAR. Et oui, vous savez que les Américains, qui ont une histoire assez brève, recréent des traditions dans le cadre des compétitions qu'ils organisent et qu'ils y sont effectivement très attachés. Il y a tout un cérémonial particulier. Dans le championnat IndyCar, c'est pareil, les pilotes sont présentés alors qu'il ne reste plus que 14 tours à couvrir maintenant dans ce Grand Prix de Surfers Paradise. Et pour clore ce chapitre numéro il faut savoir qu'aussi qu'à Indianapolis, par exemple, le Bobby Rahal laissera ce numéro 1 qu'il va avoir toute la saison. Il va le laisser à Al Unser Jr. qui l'a emporté l'année dernière. Puisque par tradition, le numéro 1 va au vainqueur de l'année précédente. Voilà pour l'histoire des numéros en IndyCar. Gary Brabham à l'écran. Gary Brabham qui a une carrière assez difficile. On l'a vu brillant en Formule 2 britannique il y a 3 ans. Il a essayé de courir en Formule 3 européenne mais sans grand succès. En Formule 3000 européenne sans grand succès. Il s'est exilé l'année dernière aux États-Unis où son frère aîné, Geoff, réalisait une magnifique carrière en championnat IMSA puisqu'il a été 4 fois champion dans cette catégorie pour l'équipe Nissan. Malheureusement, Nissan a arrêté et aujourd'hui, Geoff Brabham est sans volant. Et Gary Brabham, ma foi, est retourné au pays et il s'est marié récemment et il semble ne plus avoir trop envie de chercher à courir en Europe. On a aperçu brièvement Danny Sullivan avec son numéro 7 alors que nous sommes à nouveau à bord
de la machine du team Newman Haas, ici la Lola de Nigel Mansell. Et je vous parlais des incursions du championnat IndyCar à l'étranger. Et bien, outre cette épreuve de Surfers Paradise dont nous vous avons parlé, il y a Vancouver, donc au Canada, il y a aussi Toronto. Et puis il y a eu également à Québec Saint-Pie, il y a eu Mexico City, Brands Hatch, et si on remonte encore plus loin, Mosport et même Rafaela en Argentine, c'était en 1971. Voilà pour les incursions à l'étranger du championnat IndyCar, alors que Nigel Mansell est en passe de réussir un véritable exploit, c'est-à-dire que pour son entrée dans le championnat IndyCar, il remporterait tout ça au conditionnel. Surtout, il remporterait la première épreuve à laquelle il participe. Attention dans les dépassements d'attardé. Oui, ça s'est bien passé. On a eu un tout petit peu peur pour lui ici. Nigel Mansell, qui, on le sait, n'a pas l'habitude de se ménager jusqu'au bout et qui va garder le pied très très lourd. En tout cas, pour le moment, il est en tête de ce Grand Prix IndyCar de Surfers Paradise à une douzaine de tours de l'arrivée, devant Fittipaldi, le troisième Robbie Gordon. Ensuite, on trouve Andretti, Luyendijk, Rahal, Cheever, Fabi. Et rentrer au stand maintenant. Ah ben voilà, rentrer au stand de Nigel Mansell. Il était en tête parce qu'il a ravitaillé très très tôt, mais troisième arrêt ravitaillement. Tout va se jouer ici. Ah, Mansell qui a essayé d'attraper, vous l'avez vu, le bidon qu'on lui a tendu pour... on ne change pas les pneus, on n'a fait qu'un ravitaillement en carburant pour essayer de le garder en tête. Alors là, ça va être très intéressant de voir où Nigel Mansell va reprendre la piste. Va-t-il se trouver toujours devant Emerson Fittipaldi et Robbie Gordon? Attention à Nigel Mansell maintenant, à nouveau en piste à une grosse dizaine de tours de l'arrivée maintenant, ici de ce Grand Prix IndyCar de Surfers Paradise. Le suspense est entier, on vous l'a dit, il faut rester vigilant jusqu'au bout en IndyCar. Il y a toute une tactique et je me demande si Nigel n'a pas réussi à repartir devant, puisqu'on voit ici, non, Mario Andretti, je crois. Mario Andretti avec son numéro, non, le 4 là maintenant, c'est bien Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi toujours juste devant Bobby Rahal. Voici Emerson Fittipaldi qui précède Bobby Rahal, à qui il a pris un tour tout à l'heure. Et derrière, c'est, semble-t-il, Eddie Cheever qui suit le petit train mené par Emerson Fittipaldi. Et voici Nigel Mansell qui vient seulement de ravitailler pour la troisième fois. Il n'a pas changé de pneu cette fois-ci. Nigel Mansell, qui vous le voyez, n'est pas du tout affecté par ses arrêts au stand. Il reprend immédiatement son rythme. Ça aussi, c'est la marque des grands champions. Ce sont des hommes qui ne se laissent pas du tout troubler, quelles que soient les circonstances. Bon, il allume bien un petit peu ses pneus avant au premier freinage, encore que cette fois, je ne pense pas qu'il l'ait fait. Il est toujours à la limite, Nigel Mansell, du début à la fin. Le tout étant de savoir maintenant où se trouve exactement Emerson Fittipaldi, et aussi de savoir si Emerson Fittipaldi aura suffisamment de carburant pour aller jusqu'au bout. Voilà, c'est le suspense qui demeure pour cette fin de Grand Prix IndyCar à Surfers Paradise. Est-ce que Nigel Mansell a donc pu reprendre la piste alors qu'il reste 11 tours très exactement à couvrir, a pu reprendre la piste devant Fittipaldi et Gordon, et les rivaux directs de Mansell pourront-ils rallier l'arrivée sans ravitailler? Pour le moment, ça semble être le cas. Et là, on note que Fittipaldi ne parvient pas à décrocher Rahal ni Eddie Cheever. Au contraire, on a même l'impression que Rahal... Et il est deuxième. Oui. Il est deuxième. Ça voudrait donc dire que normalement, Nigel Mansell se trouve devant, semble-t-il, à 17 secondes du leader. L'écart creusé par Nigel Mansell semble extrêmement impressionnant. Voilà Fittipaldi donc qui a pris le meilleur sur Rahal, mais qui en tout cas ne part pas du tout et même aurait presque tendance à ralentir Bobby Rahal. Et juste derrière, c'est Eddie Cheever qui est également dans le rythme de l'homme qui occupe la deuxième position au classement général provisoire de cette épreuve. Et Cheever qui aimerait bien attaquer Bobby Rahal. C'est-à-dire que les deux hommes sont en bataille pour la 5e place, semble-t-il. Cheever qui, on vous l'a dit longuement, quand il était en Europe, eh bien, était plutôt un pilote italo-américain. Il a résidé très longtemps en Italie. Et regardez ce qui se passe à bord de la RH001. C'est-à-dire le châssis
conçu, réalisé et développé par Bobby Rahal au sein de sa propre équipe. Un châssis qui tient honorablement sa place, je dirais. En tout cas, je crois qu'il était important pour Bobby Rahal aujourd'hui à Surfers Paradise de rallier l'arrivée de manière à tirer le maximum d'enseignements de cette première confrontation. Il reste 5 voitures, vous le voyez, dans le même tour, dans le tour du leader pour le moment. Alors que nous sommes à moins de 10 tours de l'arrivée maintenant de ce circuit de 4 km 493. Donc à moins de 45 km de l'arrivée maintenant. Et une course jusque-là très limpide. Il y a eu très peu d'incidents. Il n'y a eu aucune intervention du Pescar. Il faut se souvenir que l'année dernière, il y avait eu un orage sur ce circuit. Mais curieusement, cet orage avait affecté juste une seule partie du circuit, qui avait quand même causé pas mal de surprises pour les pilotes qui sortaient d'une zone totalement sèche pour arriver sur un véritable déluge. Donc la course avait été neutralisée pendant une quinzaine de tours, mais ça avait été très bref et très violent cette averse. Et on est habitué aux neutralisations justement dans le cadre de l'IndyCar, on le sait. C'est aussi effectivement l'une des tactiques qu'il faut parfaitement maîtriser. Et là on verra aussi si Nigel Mansell a bien perçu exactement ce qui doit se passer, parce qu'il faut naturellement profiter de l'intervention de ce Pescar et de cette neutralisation pendant laquelle il est évidemment interdit de dépasser, puisque sous les drapeaux jaunes, vous le savez, il est interdit de dépasser, on doit conserver sa position. Il faut donc profiter de ce genre d'intervention pour s'arrêter au stand, changer ses pneus, ravitailler et repartir avec une machine fraîche, tout à fait capable, alors que nous sommes à 9 tours de l'arrivée maintenant, tout à fait capable donc d'attaquer dans les meilleures conditions dès que la piste est dégagée. Restez avec nous à Surfers Paradise pour ce premier Grand Prix IndyCar de la saison. Le classement, vous le voyez, c'est Mansell devant Fittipaldi, Gordon, Andretti et Luyendijk. Apparemment, Nigel Mansell est capable de réaliser une performance éblouissante pour sa première épreuve dans le cadre du championnat IndyCar. Il remporterait la victoire. Je crois que décidément, même à distance, les deux rivaux qu'ont été Alain Prost et Nigel Mansell se retrouvent. Alain Prost qui avait choisi une année sabbatique, qui revient en compétition en Formule 1 et qui remporte la victoire en Afrique du Sud. Nigel Mansell qui, lui, par dépit, quitte la Formule 1, un petit peu sur un coup de tête quand même, mais qui finalement arrive en IndyCar pour, semble-t-il, et nous lui souhaitons en tout cas remporter la victoire ici à Surfers Paradise. C'est fabuleux. C'est fabuleux, effectivement. Je pense que l'avenue de Nigel Mansell parmi le championnat IndyCar va certainement ouvrir davantage ce championnat aux médias européens. On parle de records de demande de laisser-passer de la part de la presse à Indianapolis. C'est un véritable déferlement de la part des Anglais. Là, on comptait à peu près déjà 60 journalistes anglais rien que sur cette course de Surfers Paradise, qui dans le passé n'en a tiré qu'une petite demi-douzaine. Donc Nigel crée quand même un engouement assez extraordinaire. Et on sait que depuis longtemps, depuis de nombreuses années, justement, à Auto Hebdo, vous suivez ces compétitions américaines parce que ça fait aussi partie du sport automobile. Et c'est la raison pour laquelle, Christian, vous le maîtrisez aussi bien, parce que c'est vrai qu'en France en particulier, on avait peu de raisons particulières. On aime le sport mécanique, donc on s'intéresse un petit peu à toutes ces formes, mais on avait peu de raisons d'y être impliqué directement. Et l'arrivée d'Olivier Grouillard, là aussi à compter d'Indianapolis, va probablement susciter un énorme regain d'intérêt. Bien sûr. Et je vous dis, il ne faut pas... Le sport automobile mondial ne tourne pas exclusivement autour de la Formule 1. Il y a un tas de formules intéressantes de par le monde, même en Europe. Et ma foi, on s'est toujours mis un point d'honneur à ne négliger aucune discipline, à s'intéresser un peu à tout. Je pense c'est un peu aussi notre rôle de sensibiliser le public sur tout ce qui se passe à l'étranger. Et c'est sûr que l'avenue d'Olivier Grouillard et peut-être d'autres pilotes français, puisqu'on aura certainement du nouveau très bientôt, va susciter beaucoup d'intérêt aussi de notre part sur les épreuves du championnat Indy.
Oui, on avait parlé aussi à un moment de Paul Belmondo, et puis on sait qu'ils sont nombreux ceux qui n'ont pu trouver de volant en Formule 1 pour des raisons de budget extrêmement élevées, à lorgner vers l'IndyCar en se disant qu'ils se reconvertiraient volontiers. En tout cas, il y a aussi de nombreux jeunes pilotes de Formule 3000 qui eux se reconvertissent en Indy Light, et donc c'est bien cette interpénétration entre les formules, ça va permettre effectivement de remotiver un petit peu tout le monde. Et on aperçoit toujours pour le moment Nigel Mansell, le numéro 5, en tête de ce Grand Prix de Surfers Paradise. Et on pense, en parlant d'Indy Light, on pense surtout à un jeune Français qui s'appelle Franck Fréon, qui a émigré maintenant depuis 2 ans. Et l'année dernière, il a terminé en 2e position du championnat derrière Robbie Bull, que l'on a vu tout à l'heure à l'écran. Et Franck Fréon, par grand favori du championnat Indy Light cette année aux États-Unis, l'Indy Light qui est à la Formule 3000 en Europe, ce qu'elle est à la F1. Et Franck Fréon a signé un contrat de 5 ans avec une écurie américaine, l'écurie de John Martin. Et Franck Fréon, il est prévu qu'il dispute, qu'il fasse des essais en Formule Indy dès la fin de l'année pour être dès l'année prochaine dans ce championnat IndyCar. Voilà une excellente nouvelle. Franck Fréon, qui était un motard d'ailleurs à la base, qui a commencé par les courses de moto en France, on le connaissait bien sur les circuits français. Si on aime la moto, et ça fait plaisir de voir un Français réussir sous d'autres cieux, en l'occurrence aux États-Unis où la compétition est plus terrible que partout ailleurs. En tout cas, Nigel Mansell, lui, est bien parti pour réussir également dans cette formule typiquement américaine, même si ici ça se déroule en Australie, sur les bords, sur la superbe côte australienne, le paradis des surfeurs. Eh bien, c'est le paradis pour Nigel Mansell qui va peut-être remporter la victoire d'entrée dans le championnat IndyCar. Décidément, quelle carte de visite. L'homme aux 30 victoires en Formule 1 eh bien, va ici signer de la plus belle manière qui soit son accession à la Formule Indy en écrasant, on peut le dire, sans problème, puisque même les manœuvres de ravitaillement ne l'ont pas troublé. Il a su ravitailler au bon moment, probablement très bien conseillé par son équipe, Nigel Mansell, et il devance sans problème Emerson Fittipaldi et Mario Andretti, qui sont des références en la matière, sans parler du jeune Robbie Gordon, qui est la valeur montante. Et vous avez raison de souligner l'importance de l'écurie, car l'écurie Newman-Haas n'est quand même pas la première venue. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle est donc formée par 2 hommes qui sont l'un Paul Newman, qui est l'acteur de cinéma mondialement connu, et de l'autre Carl Haas, qui est pratiquement le plus gros importateur, qu'il l'a été à un moment, le plus gros importateur Volkswagen des États-Unis. Et Carl Haas est une figure légendaire aussi dans le sport automobile américain. Il est toujours... Ils ont un énorme cigare, un énorme barreau de chaise qu'il n'allume jamais, mais qu'il a toujours coincé entre les dents. Et cette écurie a obtenu beaucoup de victoires avec Mario Andretti, puis récemment avec Michael Andretti. Et Nigel Mansell, qui est un homme également très attachant, évidemment, il a prêté, vous le savez, le flanc à la critique, voire parfois à la moquerie, à cause de ses manières un peu brutales. Ça n'est peut-être pas ce que l'on peut qualifier de gentleman, mais peu importe. Ce qu'on demande avant tout à un pilote de course, c'est d'aller vite, c'est d'attaquer très fort, c'est d'être spectaculaire et de remporter des courses. Et sur ce plan, je crois que Nigel Mansell, qui détient le 3e record en fonction du nombre de victoires en Formule 1, derrière bien sûr Alain Prost qui s'en est octroyé une 45e le week-end dernier, et puis derrière Ayrton Senna qui en est à 36. Et bien avec 30 victoires, Nigel Mansell est déjà l'un des plus beaux champions que la Formule 1 ait jamais connu, et je pense qu'il est parti en IndyCar pour également réaliser des performances absolument grandioses. Il est né le 8 août 1953 à Upton-on-Severn en Grande-Bretagne. Évidemment, il est marié à Rosanne, vous le savez. Il est père de 3 enfants. Il vit maintenant en Floride. Et il ne reste plus que 5 tours à Nigel Mansell pour s'assurer la victoire devant l'homme que vous voyez ici maintenant à bord de la machine numéro 4. Il s'agit d'Emerson Fittipaldi, brésilien, lui-même champion du monde de Formule 1 et homme aussi très attachant. Il faut dire qu'en Formule Indy, il y en a pas mal qui sont très attachants, et on les voit toujours avec surprise signer des autographes très gentiment à n'importe qui dans le paddock. Il y a vraiment une communion entre les champions et le public, une communion très sincère. Le public qui respecte également ses champions, mais qui n'hésite pas aussi à les solliciter, et les champions qui répondent toujours présents. Oui, c'est très convivial. Il n'y a pas le pilote ne se cache pas, il est conscient qu'il a un rôle de vedette à remplir, il l'assume très bien.
c'est un peu ce que l'on pourrait reprocher aux pilotes de Formule 1, peut-être parce que c'est surmédiatisé, peut-être qu'il y a trop de sollicitations. Mais là-bas, aux États-Unis, c'est tout à fait naturel. Vous vous promenez dans un paddock et vous tombez, vous croisez Alan Unser Junior ou Emerson Fittipaldi, le plus simplement du monde. Et ils répondent à toutes les sollicitations sans le moindre mouvement d'énervement. C'est toujours très bon enfant et c'est très réconfortant. Et je vous interromps, Christian, parce que je crois qu'il se passe quelque chose. Oui. C'est-à-dire que Robbie Gordon a recollé au train ici. Il est juste derrière Eddie Cheever, qui est lui-même derrière Bobby Rahal. Les deux sont en bagarre. Et évidemment, l'enjeu pour Robbie Gordon, ça va être de passer les deux hommes qui se trouvent devant lui pour rattraper Emerson Fittipaldi et éventuellement lui arracher la deuxième place. Donc, vous voyez du suspense jusqu'au bout dans cette course en IndyCar. À moins de 5 tours de l'arrivée maintenant, toujours en tête Nigel Mansell avec une certaine avance sur Emerson Fittipaldi que vous voyez là serré de près par Bobby Rahal, lui-même attaqué par Eddie Cheever et Robbie Gordon juste derrière. Ça va être chaud, Christian. Ah, ça va être très très chaud là. J'espère que les deux attardés que sont Rahal et Cheever vont avoir le bon goût de laisser passer Robbie Gordon, à moins qu'ils soient trop préoccupés justement par leur bagarre. Et oui, vous avez vu le geste là peut-être de Bobby Rahal qui a montré le point justement à Emerson Fittipaldi parce que lui est en bataille avec Eddie Cheever. Il lui a montré le point en lui signifiant qu'il n'était pas content d'être bouchonné de la sorte. Et c'est vrai que sans être vraiment brutal et sans être vraiment, je dirais, illégal ou incorrect, le comportement maintenant d'Emerson Fittipaldi, peut-être une nouvelle attaque ici de Bobby Rahal. Non, impossible décidément de passer Emerson Fittipaldi. Et regardez derrière Robbie Gordon. Alors là, on peut lui faire confiance. L'homme en 4e position ici de ce petit peloton. Robbie Gordon va faire tout ce qu'il peut pour passer Eddie Cheever. Regardez-le ici dans la chicane, il est dans la boîte de vitesse vraiment de la machine qu'il précède. Attention à l'attaque de Robbie Gordon derrière, attention à celle de Bobby Rahal, d'autant qu'ici il y a des attardés. Un attardé qui heureusement s'est écarté. Il ne va pas troubler le débat entre ces 4 hommes jusqu'au bout. Il peut se passer quelque chose en Formule Indy, vous le disiez tout à l'heure, Christian. On a vu un carnage entre les Andretti eux-mêmes ici même il y a 2 ans. J'espère qu'on n'en reverra pas un ici entre Fittipaldi, Rahal, Cheever et Gordon. Et cette situation rappelle étrangement celle qu'il y avait eu l'année dernière à Long Beach, où les 3 derniers tours se sont disputés à peu près dans les mêmes conditions. Il y avait 4 pilotes ensemble pour se disputer la victoire. Et tout cela s'est terminé par un freinage malheureux ou une incompréhension, disons, entre les deux équipiers du team Gallus Racing, entre Al Unser Junior et Danny Sullivan. Sullivan l'avait emporté ce jour-là, mais je vous assurais que c'était très très chaud entre 4 pilotes, les 2 autres étant Bobby Rahal et déjà Emerson Fittipaldi. Et là c'est toujours extrêmement chaud entre donc Fittipaldi, Rahal. On revoit au ralenti la passe d'armes entre ces hommes ici et la tentative de débordement de Gordon qui a fait des gestes également en direction de son stand. Difficile de les identifier à la vitesse à laquelle il passe devant les stands, mais en tout cas ça se bagarre ferme entre ces 4 hommes. Toujours Fittipaldi en 2e position. Logiquement, Rahal doit occuper lui la 5e position, juste devant Cheever, alors que Gordon est dans le même tour que Fittipaldi, c'est-à-dire que le jeu pour Gordon, masqué qu'il est, semble-t-il, pour le moment, par les 2 hommes qui le précèdent, peut-être Fittipaldi, qui de toute manière doit être renseigné par ses panneaux, eh bien, c'est que tant qu'il peut laisser 2 pilotes entre lui et Gordon, a priori il ne risque pas grand chose, d'autant que vous l'avez vu, il ne reste que 3 tours à disputer dans ce Grand Prix de Surfers Paradise sur les 65 qui étaient à couvrir. C'est l'un des Grands Prix les plus éprouvants de la saison en IndyCar. Vous voyez qu'on commence avec la barre très très haut et c'est un Grand Prix particulièrement lent. Et on voit également que les machines sont extrêmement homogènes parce que vous voyez, entre des hommes qui se battent vraiment dans le groupe de tête et ceux qui sont immédiatement derrière, eh bien la différence de performance est relativement minime. Et vous avez vu aussi qu'il y a beaucoup de papier et de sacs plastiques qui volent. Ça aussi, c'est un petit peu la rançon des circuits en ville. Alors qu'il ne reste que 2 tours maintenant. 2 tours pour que Fittipaldi parvienne à s'assurer cette 2e place au détriment de Gordon. Et derrière, il y a Rahal, l'homme qui porte le numéro 1. Le voilà, nous sommes à bord de sa machine, la RH001, conçue, développée par ses soins. Et je crois que ça remonterait à 1947 si Bobby Rahal était capable de récidiver dans le championnat à bord d'une machine
dont il est le concepteur. Je crois que ça ne s'est pas fait dans le championnat IndyCar. Vous savez que les Américains sont très friands de statistiques en tout genre. Eh bien, ce serait un nouvel exploit 45 ans après le premier. Nous en sommes loin pour le moment. Il va falloir attendre justement les ovales pour voir un petit peu ce que peut donner ce châssis sur les autres circuits du championnat IndyCar. Enfin, en tout cas, on peut faire confiance à Bobby Rahal. Ah, et je crois Gordon. Voilà, oui. Gordon passe Nick Cheever. Absolument, une petite faute de Cheever apparemment parce qu'il a eu un léger panache de fumée bleue au freinage. Je pense qu'il a allumé ses roues, il était vraiment à la limite. Ah, ça se précise cette menace dans les 2 derniers tours maintenant. Autour, semble-t-il, de Rahal, c'est ce que doit se dire Gordon. Gordon qui est à l'extrême limite de ses possibilités. On le sait, c'est un pilote extrêmement fougueux également, qui a choisi d'essayer de se maîtriser. Mais là, ça va être difficile, ça doit bouillir dans la tête de Gordon qui se dit nous sommes dans le dernier tour et ça va être short, hein, très très short. Alors que là, pour le moment, Nigel Mansell, lui, compte encore quelques centaines de mètres d'avance sur ses poursuivants. Mansell qui ne va pas se déconcentrer, vous voyez, voilà, il a exactement une petite ligne droite d'avance. On l'a aperçu dans cette chicane il y a quelques secondes, Mansell. Alors attention, peut-être dans quelques secondes, la première victoire de Nigel Mansell dans le championnat IndyCar, en l'occurrence à Surfers Paradise. Et pour la deuxième place, rien n'est joué entre Emerson Fittipaldi, Bobby Rahal normalement est à un tour. Et c'est donc Robbie Gordon qui va tout faire pour essayer de passer Rahal et Fittipaldi dans le même tour. On peut dire que l'os va être difficile à ronger là. Et Robbie Gordon doit maudire son stand d'avoir été aussi lent tout à l'heure lors de son dernier ravitaillement, parce que je pense que la deuxième place pouvait être prenable pour lui. C'est vrai que tout s'est joué à cet endroit-là, on le dit souvent dans le cadre des courses d'endurance. C'est dans les stands que l'on gagne une course, ou plutôt que l'on ne la perd pas. Et regardez l'attaque toujours phénoménale jusqu'au bout de Nigel Mansell. Vous avez vu sa monoplace quasiment en l'air, vibrant de toutes ses moustaches. On peut imaginer qu'à l'intérieur de l'habitacle, c'est pareil. Gordon est passé. Oui, là ça va être très très chaud. Mais enfin, Emerson Fittipaldi a quand même pas mal de métiers. Il a beaucoup de métiers. Il va boucher. Là, ça va être terrible. À ce dernier tour, cette fin de dernier tour absolument haletante entre Emerson Fittipaldi et Robbie Gordon. Les deux hommes en lutte pour la deuxième place. Là, le réalisateur est un petit peu perdu. C'est gentil de nous montrer Gary Brabham, mais on préférerait voir ce qui se passe pour la deuxième place avec l'arrivée, je crois, maintenant de Nigel Mansell. Je crois que c'est ici, oui, victoire de Nigel Mansell, fabuleuse victoire. Et derrière, que se passe-t-il? Est-ce que c'est Fittipaldi qui va garder la deuxième place? Oui, je crois que ça s'est passé. Je crois qu'Emerson Fittipaldi a pu conserver la deuxième position au détriment du jeune Robbie Gordon. Et Nigel Mansell, vainqueur, fabuleux vainqueur ici à Surfers Paradise. Alors vraiment, Christian, vous qui connaissez très bien la Formule Indy, est-ce que vous pensiez que Nigel Mansell était capable de l'emporter pour sa première apparition? Oui, il ne faisait aucun doute que Nigel, compte tenu déjà des temps, des records qu'il a battus ici et là, compte tenu de l'écurie surtout dans laquelle il appartient, compte tenu en plus de son palmarès, de sa carrière, de sa classe, il était, je dis pas évident ni normal, mais enfin il ne faisait aucun doute que Nigel Mansell allait briller pendant ce championnat et briller d'entrée. Et vous voyez, l'ordinateur de l'IndyCar nous crache immédiatement les informations. C'est la première fois qu'un pilote, pour son apparition dans le championnat, remporte tout d'abord, établit la pole position, part et remporte la course. Et vous voyez évidemment que les supporters britanniques qui ont fait le déplacement sont fous de joie. Nigel Mansell qui s'est arrêté sur le circuit, peut-être connaît-il un léger problème mécanique ou un problème j'ai l'impression, oui. Oui, un problème peut-être tout simplement de carburant. On ne lui a peut-être pas remis le plein total non plus au moment où il s'est arrêté. Juste le minimum, en tout cas c'était bien calculé parce qu'il a à peine franchi la ligne d'arrivée. Et oui, il quitte son habitacle. Nigel Mansell, un champion absolument magnifique, absolument merveilleux. 30 victoires en Grand Prix de Formule 1 et déjà une victoire. Ah, il a un petit peu mal, on sait qu'il a été opéré. On sait qu'il a un problème de cheville, il est un petit peu fatigué. Il faut dire que près de 2 heures de compétition sur ce circuit, ça doit être épuisant. Oui, il a été opéré du pied, il avait un problème un os qui avait été blessé autrefois et il s'est fait opérer cet hiver et il a eu pas mal de problèmes. Il jette sa cagoule dans le public, voilà. Vous voyez, à titre évidemment de... Qui nous rappelle le Grand Prix d'Angleterre
à l'époque où Nigel était chez Ferrari. Et regardez, toujours aussi sympathique ce Nigel. Ah oui, il souffre terriblement, il a dû en baver là dans les derniers tours. Apparemment, il a vraiment mal au pied, mais il est tellement heureux, Nigel, que pour le moment, la douleur, il ne doit pas la ressentir. Nigel Mansell, toujours aussi populaire et peut-être plus que jamais. Nigel Mansell qui confie aussi qu'il a dû ouvrir 4 bureaux pour ses fans. Il y en a 2 en Angleterre, un dans l'île de Man et maintenant un aux États-Unis pour répondre à cet engouement fabuleux qu'il suscite dès qu'il s'aligne dans une compétition. Regardez Nigel Mansell salué par ses fans. Fantastique victoire en tout cas pour ce garçon de 39 ans qui vraiment possède un réel talent. Là aussi, c'est une réponse cinglante à tous ceux qui ont pu insinuer tout un tas de remarques désobligeantes sur le fait que ça n'était pas un metteur au point, que c'était quelqu'un qui matraquait sa mécanique. Et bien là, d'entrer dans une discipline qu'il ne connaissait absolument pas, et c'est quand même tout à fait différent. La preuve, il est le seul dans l'histoire de l'IndyCar à avoir réussi cet exploit phénoménal pour sa première course, arracher la pole position et remporter la victoire. Fabuleux Nigel. Nigel Mansell ici qui salue le public australien. Tout près de 200 000 spectateurs qui se pressent le long des 4 km 493. Vous voyez que l'IndyCar c'est spectaculaire, que l'IndyCar c'est fabuleux et que nous allons la vivre ensemble pendant toute la saison, pendant les 16 Grands Prix de cette saison. Nous serons à Phoenix le 4 avril, nous serons à Long Beach le 18. Ce sont nos amis de Canal+ qui couvriront Indianapolis le 30 mai. Nous serons à Milwaukee le 6 juin, à Détroit le 13, à Portland le 27 et puis Cleveland, Toronto, le Michigan, Loudon, Road America, Vancouver, Mid-Ohio, Nazareth et enfin ça se terminera à Laguna Seca en Californie sur un superbe circuit routier, un circuit permanent lui. L'IndyCar, vous voyez, c'est du spectacle, c'est un spectacle permanent et le règlement permet justement de relancer la machine. Fittipaldi 2e, Gordon 3e, Andretti 4e, Harry Leuendijk 5e. Oui, Christian. Et on voit Shiver qui revient lui aussi. Shiver s'est arrêté vraiment dans le dernier tour puisqu'il est ramené au stand par Stefan Johansson. Mais Shiver est quand même terminé en 7e position derrière Bobby Rahal. 8e Raoul Boesel, 9e Théo Fabi et le 10e Scott Goodyear. Voilà donc pour le classement de cette première épreuve du championnat IndyCar 1993 qui s'annonce absolument fabuleuse, absolument étonnante avec, vous le voyez, la prochaine course, eh bien ce sera à Phoenix pour le Valvoline 200 en IndyCar. Course fabuleuse. Merci de votre attention sur Eurosport. Merci Christian. Et nous comptons sur vous. Nous vous retrouverons sur Eurosport à Phoenix pour la prochaine course du championnat IndyCar.